Bonjour à tous et bienvenue dans Élysée 2012, le duel de l'écho. Je retrouve avec plaisir, comme chaque semaine, Philippe Manière, président de Footprint Consultant, également bonjour. Chroniqueur à l'Express. Bonjour, et vous nous parlez de la leçon en or de la Dame de Fer. Cette semaine, vous revenez sur le caractère bien trempé de Margaret Thatcher en disant qu'elle pourrait finalement en inspirer d'autres, comme Nicolas Sarkozy, par exemple, pendant sa campagne. Pas forcément sur le fond, mais en tout cas, comme vous le disiez, sur sa fermeté, et puis ses convictions, la force de ses convictions. Le film, d'ailleurs, qui vient de sortir, est très impressionnant là-dessus, je trouve. Bernard Maris, professeur à Paris 8, chroniqueur à Charlie Hebdo, France Inter, membre du Conseil de la Banque de France. Bonjour. Alors, moins 67, c'est la dernière ligne droite avant la présidentielle. Nicolas Sarkozy donne un coup de barre à droite. Il veut organiser un référendum sur le système d'indemnisation des chômeurs et sur le droit à la formation. François Hollande s'y oppose, des députés socialistes ironisent aujourd'hui en proposant un référendum sur la TVA sociale cette fois. Alors au-delà de la question politique du bon usage de l'instrument, on peut s'interroger sur l'efficacité du système d'indemnisation et de formation des sans-emploi. La France, avec ses 2 800 000 chômeurs, est-elle une fabrique à chômeurs, comme le dénonçait sur notre antenne une patronne de PME? Comment expliquer que 500 000 emplois ne soient pas pourvus chaque année? Quelle politique pour lutter contre ce que tous les candidats considèrent comme un fléau? Quelques réactions, on se retrouve ensuite. S'il le faut, je demanderai au peuple français son avis sur cette question de la formation, du droit à la formation à tout âge. Je ne suis pas favorable à ce qu'on puisse, sur des sujets qui relèvent du Parlement, qui relèvent de débats, qui doivent être maîtrisés, que l'on aille consulter le peuple dans n'importe quelle condition. Cette idée de faire un référendum, elle est purement rhétorique. Elle est purement faite pour dégrader, pour humilier, pour montrer que les chômeurs, les pauvres sont l'ennemi. Je suis un peu inquiet. Nous avons vu beaucoup de divisions, beaucoup de polémiques et beaucoup de faux débats durant 5 ans. Je ne souhaite pas que ces référendums deviennent une façon de désigner du doigt les chômeurs ou les étrangers. Donc je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Ce que Nicolas Sarkozy n'a pas fait pendant 5 ans, faut-il que ce soit les Français qui le fassent à sa place. Allez Bernard, je commence par vous. Une réaction face à ce que vient de dire Dominique de Villepin, face à cet usage du référendum. Est-ce qu'effectivement, ce serait un outil utile sur des questions économiques et sociales, comme celle de l'indemnisation des chômeurs? Je vais prendre un exemple. Le référendum sur la règle d'or de l'équilibre budgétaire. Je ne suis pas favorable à la règle d'or. Proposé par François Fillon, cette fois. Mais c'est un référendum de nature constitutionnelle, qui ne met pas en relief ou en valeur ou ne stigmatise personne. En revanche, alors là, je suis tout à fait opposé au référendum sur les indemnités chômage, plus encore sur l'immigration, bien entendu, parce que c'est un référendum qui met en scène une catégorie sociale. Et je pense qu'un référendum n'est pas fait pour ça. Un référendum, c'est un appel au peuple, et a priori, le peuple est uni. Donc c'est quelque chose qui doit favoriser l'unité du peuple. Et là, stigmatiser les chômeurs par un référendum, pour moi, je trouve ça tout à fait inadmissible. Quoi qu'on pense du système de chômage français, on peut en discuter. On les stigmatise, on les culpabilise, en quelque sorte. On dit, bon, les chômeurs, c'est leur faute. C'est un vieux dogme malthusien. Les lois sur les pauvres créent les pauvres qu'elles assistent, disait Malthus. Ça, c'est vraiment l'antienne libérale depuis que le libéralisme existe, dont nous parlera tout à l'heure ce cher Philippe. Mais donc de ce côté-là, il ne faut certainement pas un référendum sur qui mette en relief une catégorie sociale. Pourquoi pas un référendum sur les patrons sont trop payés et vous devez absolument prendre le salaire à 100% le salaire des patrons. Pourquoi pas? Pourquoi pas un référendum là-dessus? Vous risquez d'avoir 60%. C'est la porte ouverte. Il y aurait 80% de oui. Vous aurez 80% de oui, c'est ce genre de référendum. Donc il faut être très très prudent. Je pense que là c'est une erreur politique majeure et je pense que franchement, là c'est pas d'un niveau extraordinaire, quoi. Ouais, c'est un euphémisme, mais vraiment essayer de stigmatiser une catégorie sociale de cette manière, c'est pas très très bien. Philippe Manière. D'abord, ce serait très probablement impossible sur le plan institutionnel. Les référendums, on n'en fait pas sur tout et n'importe quoi dans ce pays. Et je pense que ce sont des sujets qui ne rentreraient pas dans le cadre de ceux sur lesquels on peut appeler les Français à se prononcer directement. Je ne suis pas constitutionnaliste, mais j'ai un vrai doute sur le sujet. Donc contraire à la Constitution, d'après vous. Très probablement. Alors d'autre part, et surtout, il ne faut se faire aucune illusion. On est dans une campagne électorale avec des hommes politiques. Donc on est, pour ces deux raisons qui se combinent, dans du théâtre. Évidemment, il n'a pas la moindre intention, Nicolas Sarkozy, d'organiser un référendum sur le sujet si jamais il était élu. C'est juste
juste une posture qu'il prend. Une posture qu'il prend dans le cadre de ces papiers du Figaro, où en gros, comme tout le monde l'a dit, il se droitise. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la vision hystérique et paranoïaque sur le thème « voilà une deuxième extrême droite qui apparaît sous nos yeux, le ventre de la bête est encore fécond, etc. » C'est n'importe quoi. Rien n'est fasciste ni antidémocratique dans cette interview, mais de fait, c'est une interview qui est très, très, très à droite, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, la gauche et la droite ont beaucoup de difficultés à se distinguer sur le programme économique et social, parce qu'on est sous une contrainte budgétaire telle qu'aujourd'hui, celui qui va proposer les 32 heures, ou celui qui va proposer les nationalisations, ou celui qui va proposer des baisses massives de charges, enfin tout ce qui coûte cher, il n'est pas crédible, donc on ne peut plus se distinguer sur ce terrain-là, et donc chaque candidat essaye de se distinguer sur ce qu'on appelle les valeurs, c'est-à-dire l'extra économique et social, parce que ça coûte rien. Bon, donc Nicolas Sarkozy fait du théâtre en mobilisant le plus possible ses électeurs, en racontant des trucs qui n'ont pas grand intérêt, dans le seul objectif, encore une fois, de faire venir à lui et les électeurs hésitants qui disent « Ah bah oui, là il a raison ». Alors, sur le fond, sur cette histoire d'indemnisation chômage, moi j'ai pris le soin, avant de venir vous voir, Stéphanie, de reprendre les dispositifs qui déterminent comment on est indemnisé, sur quelle base. J'ai jamais vu autant de trucs surréalistes, avec 122 jours, maximum 730 jours, à condition des trajets de moins de 50 ans, sinon c'est 1095 jours. Enfin, donc, régime le complexe. truc est totalement complexissime, il n'est pas sérieux, il est le fruit d'innombrables compromis qui se sont stratifiés au fil du temps, donc évidemment on pourrait faire plus simple et plus efficace. Faut-il le soumettre au référendum? Non. Est-ce l'intention de Nicolas Sarkozy de s'en occuper? J'en suis pas sûr. Et alors j'allais dire, dernière chose, vous parliez de Thatcher tout à l'heure, voilà quelqu'un qui a été élu dans un fauteuil. S'il voulait changer tout ça, il avait qu'à le faire, il sort de 5 ans d'exercice du pouvoir. Donc c'est pas dans une démocratie raisonnable parlementaire et qu'on assume comme telle, celui qui est au pouvoir a tout à fait la capacité de mettre ça sur la table, il n'a pas besoin de nous demander de le faire pour son compte. Là-dessus, Villepin n'a pas tort. Alors justement, notre système d'indemnisation chômage est-il trop généreux? Favorise-t-il le chômage? Bernard-Marie, si on compare avec l'Allemagne, on va voir tout de suite s'afficher cette comparaison, eh bien c'est vrai que les indemnités chômage sont plus généreuses en France. Alors on voit les chiffres de l'UNEDIC avec donc un salaire qui est plafonné, qui est pratiquement le double de celui du plafond allemand. Donc on est vraiment dans du simple au double d'indemnités. Sur la durée, c'est également plus favorable en France. En revanche, bien sûr, le taux de cotisation des salariés et des employeurs en France est largement supérieur au taux de cotisation en Allemagne. Alors, est-ce que finalement, ça explique une partie du chômage, ce système? Comment l'améliorer? Alors ça, sur l'effet pervers de l'indemnisation, on a écrit des bibliothèques là-dessus, savoir est-ce que les indemnisations créent les chômeurs. C'est-à-dire, c'est la vieille histoire, vous mettez du fromage dans une armoire, vous allez voir les souris arriver, c'est ça, quoi. Bon. Donc ça, je pense qu'il faut... Ça favoriserait le chômage. Voilà. Mais je pense que pour moi, je pense que c'est faux. Je pense que ce qui crée le chômage, c'est plutôt le mauvais appareil de production, le fait qu'il n'y ait pas d'investissement, le fait qu'il y ait une consommation déficiente, le fait qu'on ne soit pas capable de produire des choses intéressantes. Mais je pense qu'en revanche, en période de crise, de difficultés, c'est vrai que la cotisation trop forte, c'est le cas pour les employeurs français qui payent beaucoup plus que les employeurs allemands, bien sûr, peut effectivement avoir un effet, on va dire, c'est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein, mais c'est pas la goutte d'eau qui a rempli le vase, hein, si vous voulez. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je peux dire que c'est quelque chose qui ne va pas dans le bon sens, dans la mesure quand l'économie est en crise. Donc je crois de ce côté des indemnisations, il ne faut surtout pas stigmatiser les chômeurs. Je pense que moi qui ai connu des chômeurs, je ne sais pas si Philippe en a connu. J'en ai connu, j'avais été chômeur moi-même. Donc c'est pour ça que je parle. C'est normal d'ailleurs. On n'a pas envie d'être chômeur, on n'aime pas être chômeur, et en général on fait. Ce n'est pas un choix. C'est pas un choix. Vraiment, le côté, c'est le planqué, c'est le flemmard, c'est marginal. Bien sûr qu'il y a des fraudeurs à la Sécu, bien sûr qu'il y a des fraudeurs au chômage, bien sûr qu'il y a des gens qui profitent d'un système qui est relativement avantageux en France par rapport aux autres pays. Vous n'avez pas cité l'Angleterre, mais si vous aviez cité l'Angleterre, dont parlait tout à l'heure Philippe, c'est vrai qu'en Angleterre, les chômeurs sont peu indemnisés. Et bon, le fait qu'on choisisse, vous savez déjà, on a 2 emplois à choisir. Alors justement, là, l'idée de Nicolas Sarkozy, c'est d'imposer qu'on reprenne le premier emploi et non pas 2 emplois, déjà, le deuxième. 2 choix. Mais ça va vite, hein. Ça va vite, hein. Enfin, je laisse parler Philippe, mais ça va très vite. Non, mais si vous voulez, moi, bon, alors, bien sûr, on connaît tous des faux chômeurs. Hein. Moi, j'en connais des dizaines, donc il devrait forcément y en avoir des dizaines de milliers. Mais ils sont infiniment minoritaires. Bon, c'est vrai que c'est très mal. Moi, j'ai des amis qui sont dans cette situation-là ou qui l'ont été. Je manque jamais de leur dire ma manière de penser parce qu'il y a une espèce de tolérance. Bon, tout le monde s'arrange. La vision de beaucoup de gens, c'est j'ai suffisamment payé, effectivement, 6,40 par mois. Voilà. Donc je peux maintenant cotisation forte pendant qu'on est salarié. Bon, c'est évidemment une vision erronée.
anti-civique, destructrice du lien social, qu'il faut condamner, mais sans la moindre réserve. C'est très mal de frauder le chômage. Et moi, je connais plein de gens qui le font et je manque jamais de leur dire ma manière de penser. Mais, et j'insiste là-dessus, ce sont des gens qui, même s'ils sont bien plus nombreux que ce qu'on dit dans les salons, en fait, sont très minoritaires. Bernard a raison de dire que 80-90% des chômeurs sont des vrais chômeurs qui souffrent d'être au chômage et qui cherchent à revenir dans l'emploi. Mais est-ce qu'il faudrait tout de même durcir les conditions? Alors, la seule chose qui est importante, je crois, sur ce sujet, c'est le contrôle de l'effectivité de la recherche de démarche. Les gens dont je parlais, que je connais ou que j'ai connus, qui faisaient semblant d'être au chômage et qui ne l'étaient pas, je peux vous assurer qu'ils dormaient tranquilles. Certains étaient partis au Mexique essayer des nouveaux champignons hallucinogènes, d'autres ouvraient un ashram en Inde, certains se promenaient tranquillement. Ils sont tout de même convoqués par Pôle emploi. D'autant plus tranquillement que je sais, et je le redis, qu'ils sont très minoritaires. Mais ces gens-là ne devraient pas être dans la situation. Alors, donc le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Alors voilà, juste sur ce point, il n'y a pas de contrôle suffisant. Et c'est vrai que moi, je trouvais assez clean l'arrangement qu'on avait trouvé. C'est-à-dire, le premier emploi, vous avez le droit de décliner. Le deuxième, vous devez le prendre. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça concrètement. C'est-à-dire qu'on ne propose pas un deuxième emploi. Et si on le propose et que la personne dit non, personne n'ose lui enlever ses indemnités. Donc on rajoute des contraintes, mais elles ne fonctionnent pas. Mais non, c'est parce que mettez-vous à la place de quelqu'un qui travaille dans ces organismes-là. C'est très dur de dire à quelqu'un, t'as refusé un deuxième emploi, ben mon pote, t'as plus d'indemnité. Pardon, mais c'est très dur à faire. Et on n'est pas dans un pays où on fait ça. Donc ça n'est pas mis en œuvre. Je veux dire une chose sur le chômage. C'est qu'il y a un problème de circulation du travail en France. C'est-à-dire que le travailleur français est moins mobile que le travailleur américain. Géographiquement. Et même sectoriellement, c'est vrai. Et même sectoriellement. C'est vrai. Bon, parce que c'est des traditions, des raisons familiales. familiales. C'est aussi la formation qu'il faudrait mettre en œuvre, pouvoir convertir aussi. Oui, ça c'est autre chose. La formation, c'est-à-dire que d'un emploi à un autre. Mais bien sûr, il faut que vraiment on ait un problème de qualification. Vous dites qu'il y a 500 000 chômeurs. Alors 500 000 offres d'emploi environ non pourvues chaque année. Mais ces offres d'emploi non pourvues, c'est des offres de... Ce n'est pas la faute au chômeur, en tout cas, on l'a dit. C'est-à-dire que vous avez un employeur qui cherche dans un restaurant un emploi du côté de Montpellier, eh bien vous n'aurez pas quelqu'un de Lille qui ira nécessairement à Montpellier. C'est des emplois peu qualifiés en général et qui exigent une grande mobilité. Donc il faut à la fois... Et où il n'y a pas de visibilité, pardon pour aller dans ton sens, Bernard. C'est-à-dire que moi, il me semble que quelqu'un qui est à Montpellier, à qui on propose un job à Lille ou le contraire, si on lui dit c'est un contrat à durée indéterminée et tu peux déménager et t'installer, bon, c'est vrai, il devrait le prendre. Mais quand on dit, écoutez, c'est un CDD de 3 mois, peut-être reconductible, vous imaginez l'enlevé de boutique qui consiste à se réinstaller quelque part, en sachant que 3 mois après, on devra peut-être partir. Si vous avez une femme ou un mari, si vous avez des enfants, c'est assez compliqué à gérer. Donc il y a des excuses pour l'immobilité, évidemment. Mais c'est vrai que c'est pas normal que ce pays soit aussi immobile, parce que ces excuses-là, elles valent partout dans le monde. Ce n'est pas seulement la mobilité géographique dont on parle, c'est un vrai problème de formation. Mais voilà, au-delà, le vrai problème, c'est la qualification. Je pense que vraiment le problème... 10% des chômeurs ont une formation aujourd'hui. Le problème de la France, c'est que vous avez un pays qui donne 30 milliards d'allègements de cotisations sociales, 30 milliards pour la formation professionnelle, ça fait quand même 60 milliards. 60 milliards, c'est énorme. 60 milliards, et vous avez 3 millions de chômeurs, mais c'est quand même hallucinant. Vous vous rendez compte ce que vous faites par chômeur. Donc il y a vraiment un problème. Cette patronne d'entreprise dénonçait Pôle emploi. Alors Pôle emploi était censé être un progrès en disant qu'elle n'avait jamais... Alors là, il s'agissait en plus d'une PME qui cherchait des emplois très qualifiés, et elle disait qu'elle n'avait jamais réussi à trouver un chômeur à qui elle puisse offrir un emploi. Les rares entreprises exportatrices françaises, il y en a quand même quelques-unes, cherchent du travail qualifié en France. Elles ne le trouvent pas en France. J'avais un exemple d'un producteur de semi-conducteurs qui voulait agrandir son entreprise en Savoie. Il ne trouve pas du travail qualifié sur place. Donc il y a vraiment un problème de qualification du travail. Et ça, le problème de qualification du travail, ça ne va pas être les 2 points. Oui, les points de cotisation sociale, bien sûr, mais c'est marginal. La qualification, il nous reste 30 secondes. Le contrat de génération de François Hollande. Philippe Manière. J'ai complètement oublié ce que c'était. Ah oui, c'est un senior qui va accompagner un jeune pour rentrer dans l'emploi. Voilà, j'ai déjà entendu ça trop de fois au fil du temps. C'est certainement une très bonne idée. C'est certainement une très bonne idée, mais le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est d'avoir un appareil productif tellement compétitif et tellement bien positionné qu'il y ait besoin de recruter des gens et d'avoir des jeunes gens bien formés pour aller dans ces maisons-là. Puis c'est tout. Alors après, on peut trouver des bidouilles à la marge, mais tant qu'on n'aura pas un appareil productif en situation d'être compétitif et tant qu'on n'aura pas des écoles, un système de formation qui effectivement offre au marché du travail des gens qui sont utilisables et qui sont des gens de qualité et qui sont formés pour ceux dont on a vraiment besoin, on pourra faire des trucs comme ça ira pas bien loin. Bon, alors c'est terminé. On n'a plus le temps. Bernard, je voulais juste traduire. Ça veut dire que ce que veut aussi François Hollande, c'est qu'il veut que effectivement les Français restent plus longtemps au travail par ce système. Je crois que c'est nécessaire. Merci Bernard Maris, merci Philippe Manière, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain. Restez avec nous sur France 24.